Merci de nous regarder sur Arc-en-Ciel Télévision, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue à ce numéro des salons des sports. On va parler du football congolais avec la normalisation qui devait être faite par les comités de normalisation de la Fédération congolaise de football qui aujourd'hui nous fait poser beaucoup de questions autour de ça. On parlera également du contrat de Sébastien Desabre, sa vision avec le léopard de la RDC qui parfois peut être mise en difficulté par les réalités congolaises. Et pour évoquer les sujets ici, on est bien accompagné avec Chris Nzerou et Héritier Tata Katanga qui nous font l'amitié d'être avec nous aujourd'hui dans ces salons des sports. Bonjour à vous. Bonjour à M. Merveille Mwemba. Bonjour à toutes les personnes qui suivent Arc-en-Ciel. Bonjour à vous également, Héritier Tata Katanga. Bonjour Merveille, c'est un plaisir, encore une fois de plus, de retrouver ces plateaux d'Arc-en-Ciel après plusieurs jours. On va commencer ce numéro des salons des sports comme d'habitude après cette indicative. Voilà la réponse directe d'aujourd'hui. C'est où on se pose la question de savoir est-ce que l'Équateur est en train de réussir sa normalisation du football congolais ou bien il cède au vieux démon de la Fédération congolaise de football. Tous les deux. Oui, l'Équateur est en train de réaliser la mission pour laquelle il a été placé à la tête de la fédération. Voilà, tous les deux pour Chris Nzerou, comment vous expliquez ça? Déjà, quand on entre dans la normalisation, on regarde ce qui se passe par rapport à notre football. On ne sait pas vraiment cette normalité par rapport à ce qui doit être organisé sur les terrains. Oui, ça commence déjà à se faire. Je commence par les côtés positifs. Okay. Ça commence déjà à se faire avec cette réunion où il y a des normalisations, des textes d'abord, qui régissent le football au niveau de la République démocratique du Congo. C'était depuis le dimanche dernier que l'ensemble des gens qu'on a appelés, les techniciens du football au niveau de la République démocratique du Congo, qui ont été appelés par l'Équateur pour enfin trouver quelque chose concernant le règlement général sportif, les statuts de la FECOFA, pour mettre ça en exergue, afin que les footballs congolais puissent bien être régis avec des statuts qui ne sont pas vieillissants comme ce que nous avons aujourd'hui. Ça date de très longtemps, le règlement général sportif, les codes disciplinaires ou barème de sanctions à l'époque. Donc ce sont des choses qui datent de très longtemps. Et déjà que leur première mission, qui lui ont été confiées par la Fédération internationale de football association, c'était de normaliser. Ils commencent maintenant à les faire. Ils ont eu le temps de chercher par-ci par-là, je crois en 2021, mais malheureusement, ils n'avaient pas réussi à aboutir. Mais déjà là, nous sentons qu'il y a du sérieux. Et puis les gens qu'on a appelés, à vrai dire, sont des gens qui connaissent au moins le football. En l'occurrence, il y a Kitenye Kinkumba qui est là, il y a Dona Moulongoy, Héritier Ndoula. Il y en a beaucoup. Ça, c'est l'espace Katanga, mais il y en a beaucoup qui ont été appelés à Kinshasa pour statuer sur les cas. Donc je sens qu'avec ça, ça doit être très bien fait, au lieu que les Connors puissent nous imposer les statuts, les règlements. Il faut faire appel aux gens, aux connaisseurs, réfléchir autour de ça, ce qui est en train de se faire à Kinshasa. Mais le côté négatif, c'est que ça a pris beaucoup de temps. Parce que avec le temps que la FIFA avait confié cette mission aux Connors, c'était pratiquement une année. Organiser également les élections, mais jusque-là, c'est compliqué. Ils n'ont pas trouvé les gens capables de pouvoir prendre cette fédération, ou encore, ils voulaient aussi s'éterniser à la fédération, comme ce fut le cas avec Costa Omari Seleman et toute sa bande. Ce sont des questions que je me suis posées avant. Mais à part ça, il y a beaucoup de couacs au niveau du football à RDC. Quand même que le championnat de la Ligue nationale de football a mal commencé. Mais en soi, je me dis, de ce côté là-bas, nos amis du Connor n'ont pas tort à 100% et n'ont pas raison à 100%. Héritier Tata Katanga, pour vous, c'est les positifs pour ces comités de normalisation du football congolais, les Connors? Oui, jusque-là, ce qu'ils sont en train de déposer comme acte, ça donne encore une lueur d'espoir pour le football de la République démocratique du Congo. Vous avez vu de leur arrivée, Chris l'a dit, ils avaient d'abord deux grandes missions. Premièrement, c'était de mettre en place
une nouvelle équipe au niveau de la Fédération congolaise de football qui devrait bien sûr organiser à son tour les élections dans les différentes entités subdélégataires. Je vais citer ici les ententes, les ligues, jusqu'au niveau des cercles, parce que on ne peut pas aujourd'hui accepter qu'on puisse réformer nos textes, nos lois, sans pour autant avoir les gens qui seront là pour faire appliquer ça. Parce que vous savez, les grands problèmes de notre football, ce n'est pas seulement le manque de tests ou de lois, non, nous en avons. Mais il y a l'applicabilité qui ne suit pas. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont, je ne sais pas, à la tête de différentes entités, mais qui appliquent des lois ou des textes avec beaucoup de légèreté. Donc il fallait avoir des personnes qu'il fallait à la place qu'il faut. Bon, je ne serais pas aussi, je ne dirais pas comme Chris Cézéo pour dire que ils ont pris du temps, non. Il n'est jamais tard pour mieux faire. Tout ce que nous sommes en train de faire. Organiser les élections déjà au mois de novembre. De novembre de l'année passée. Ouais. Mais arrivé à la tête du Pôle Nord, ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup de dossiers à traiter. Okay. Vous savez qu'en RDC, il y avait des clubs qui avaient pris en otage pratiquement notre football. Je vais citer aujourd'hui les cas des clubs comme le Daring Club Motema Pembe, l'AS Vita Club et autres, qui ne respectaient plus rien de texte et qui se permettaient d'affilier les joueurs comme ils voulaient et signer des contrats nuitamment et puis résilier ce contrat-là de manière un peu... sans respecter les clauses. Voilà, de manière un peu... C'était en cascade que tout cela s'est passé. C'est ainsi que vous avez vu, depuis que le Conor est là, vous allez constater ensemble avec moi que les grands clubs Kino ont du mal à décoller. Pour preuve, regardez, dans le Motema Pembe est incapable de jouer même la phase des playoffs. Vous avez vu l'ASV Club, comment ils ont peiné. Tout ça parce qu'ils ont été accompagnés par des sanctions venant de la Fédération internationale de football, parce que de ce côté-là, on ne respectait rien. On se disait que non, c'est nous, le patron du sport, c'est tout au niveau d'Arrêt le Motema Pembe, parce qu'ils avaient les Romari à la tête de la Foot. À un moment, ils avaient des dirigeants de la fédération, ils avaient des dirigeants à Lina Foot, partout là-bas, et ils se permettaient de tout faire. Et depuis qu'ils sont quand nos amis de Conor sont arrivés, ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup de dossiers. Il fallait commencer par ces dossiers-là, mettre la République démocratique du Congo sur la bonne voie. Les Conor aussi, ce n'est pas seulement les championnats et autres, mais aussi au niveau de l'équipe nationale. Surtout l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, en ce qui concerne le football. Il y avait beaucoup de désordres, il y avait beaucoup de mafias, les primes des joueurs n'étaient pas vraiment respectées. Il y a des joueurs qui pouvaient venir en République démocratique du Congo, on vous dit qu'il est appelé en présélection, mais quand il arrive, les dossiers traînaient pour être traités. Mais vous savez, depuis qu'ils sont là, ça marche, ça marche. Il y a beaucoup de binationaux déjà. Voilà, les binationaux sont là, beaucoup ont répondu. Je me dis, des petites erreurs que nous avons constatées de la part de nos amis de Conor peuvent être considérées comme des douleurs d'enfantement. Parce que normaliser le football dans un pays comme la République démocratique du Congo, il fallait prendre des décisions très strictes et très sérieuses pour y arriver. Je pense que comme les textes sont en train d'être revus, il fallait cette fois-là passer à la vitesse des croisières pour mettre en place les dirigeants ou des personnes qui peuvent permettre au Conor d'appliquer ces textes. Chris Cézéo, vous parliez ici des couacs. Vous avez dit qu'il y a quand même beaucoup de couacs à retenir par rapport à ces comités de normalisation du football congolais. Et si on entrait dans ces couacs-là, il y a eu des dossiers, par exemple, cette saison, qui ont fait à ce qu'on a mis en doute ces comités de normalisation, par exemple, l'organisation de la Coupe du Congo, beaucoup de plaintes autour de ça. Les autres penseraient que c'est V-Club qui a beaucoup pesé pour cette organisation de la Coupe du Congo. Est-ce des choses qui font ce que les Conor traînent les pas dans sa normalisation? Oui, ça aussi, il faut le dire, parce que ça, au départ, il y avait la Coupe du Congo devrait être organisée au départ, comme ça a toujours été le cas. Mais arrivé à un moment, on a vite compris qu'il n'y aurait pas la Coupe du Congo par rapport au temps. Mais c'est juste après les mauvais classements de l'AS Vita Club que les choses sont allées trop vite et on a vite compris, on a même regardé la façon dont la Coupe du Congo s'est organisée. Donc beaucoup d'irrégularités par rapport à cette organisation de la Coupe du Congo. Il y a eu beaucoup de désordres où Mazembe a accepté, s'est enregistré même. Et par la suite, c'est Mazembe qui est sanctionné, par les Conor, la fédération qui est organisatrice de la Coupe du Congo.
Mais Mazembe calme jusque-là, à part cette lettre que Mazembe avait écrite, jusque-là Mazembe calme, mais on connaît très bien Mazembe, comment ça fonctionne là-bas. Si réellement il y avait un ça ne va pas dedans là-bas, Mazembe pouvait parler, surtout avec le manager de cette formation, les secrétaires. Il était à Kinshasa, il est même à Kinshasa jusqu'à présent, il était là avec les Conors, il n'a rien dit. Or, on sait que s'il y a un salva chez Mazembe, on peut le voir sur Digital Congo, sur TD50, sur autant de chaînes qu'il passe très souvent à Kinshasa. Mais malheureusement, bon, héros, malheureusement, ça dépend, Mazembe est resté calme. La formation, il y a des équipes telles que, surtout Vita Club. Vita Club, je peux dire, a reçu cette coupe à la maison. Quand même que dans le parcours de Vita Club, lors de la 58e édition de la Coupe du Congo, Vita Club est allé jouer à Kindu face à la formation de Fanja. Et après cela, ce sont des matchs là-bas. Au départ, il n'y a pas eu... le Conor n'a pas dit aux équipes que vous allez jouer les quarts de finale à Kinshasa. C'était calme. En tout cas, c'était calme. J'ai tenté de vérifier par tous les moyens. C'était calme. Mais c'est par après que la formule a pris une autre forme. Et voilà qui a fait ce que Vita Club a reçu ce match à Kinshasa. Daring Club était déjà là. Les fatigués, ils étaient là. Ils ont montré de quoi ils pouvaient être capables ou incapables. On a vite compris que cette coupe est partie un peu comme ça. C'est parmi les couacs. C'est parmi les couacs du Conor. Mais néanmoins, mieux vaut une fin que son commencement. Parce que après j'ai vu la Coupe du Congo bien s'est terminée, quand bien même qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au cours de cette dernière, mais néanmoins à la finale, moi j'ai aimé l'organisation de la finale, tout simplement. Beaucoup de plaintes par rapport à la 58e édition de la Coupe du Congo, Héritier Tata Katanga, à mettre à l'actif du Conor, parce qu'on a organisé cette Coupe du Congo à la hâte pour sauver peut-être les clubs. Moi je ne préfère pas qu'on puisse rester dans le préjugé. Ça, ce sont des préjugés. On a organisé la coupe à la hâte. Par rapport à quoi? Parce qu'au début, personne ne savait qu'il devait avoir... Non, personne ne savait comment. Parce que on va organiser, on va faire appel. Il faut j'ai toujours dit à beaucoup de confrères, le jour que nous allons quitter les préjugés, on va aider notre football à évoluer. Ce sont des préjugés. Nous connaissons tous comment est-ce que la Coupe du Congo s'organise. Si souvent, c'est vers la fin, voilà, c'est vers la fin qu'on organise la Coupe du Congo, et en comptant cette fois-là sur une certaine dérogation qu'on demande au niveau du ministère des Sports. Ouais, l'Alina Foot a organisé le championnat dans les timings. Dans les timings, lui en partie, je pense que c'est vers le 29 mai que tout s'est clôturé. Vous voyez? Mais il s'est fait que lorsqu'on a lancé l'appel à la candidature pour la Coupe du Congo, c'était depuis début avril, si je ne me trompe pas. C'était début avril que les clubs ont commencé à s'enregistrer. Il y a eu beaucoup de clubs qui se sont enregistrés, y compris les tout-puissants Mazembe, donc Zéo a fait allusion ici. Mais il fallait attendre que certains clubs qui étaient engagés en play-off, en même temps affiliés en Coupe du Congo, puissent terminer leur match en Liga Foot pour amorcer les choses. Parce que, imaginez-vous ce qui s'est passé avec nos amis de Mazembe. Moi, je l'ai toujours dit, Mazembe n'a pas joué franc jeu. Mazembe n'a pas joué franc jeu. Heureusement que Chris l'a reconnu. Parce que si c'était de la faute de nos amis du Conor qui ont organisé la Coupe du Congo, aujourd'hui, Mazembe pouvait réclamer, Mazembe pouvait se plaindre partout. Mais si Mazembe restait calme, parce qu'il n'y a pas eu franc jeu. À l'interne, du côté de Mazembe, le coach Lamine était strict. Il avait dit, mes joueurs ont beaucoup joué. Ils sont épuisés. Je ne vois pas pourquoi on va jouer la Coupe du Congo. On ne voit pas pourquoi on va jouer la Coupe du Congo. Et je trouve que jouer la Coupe, ça sera une coupe de trop. Parce que une fois le championnat fini, les joueurs doivent aller dans leurs équipes nationales. Parce qu'il y a des internationaux du côté Mazembe. Et vous allez leur demander de partir et puis revenir jouer la Coupe du Congo. Ça sera impossible. Le comité a cherché à convaincre Mamadou Lamine Diaye pour dire que nous avons 40 joueurs. Et on va essayer un peu de rôder. Les coachs étaient catégoriques. Et c'est ainsi que vous avez vu, Mazembe jouer à ces jeux-là, préférant qu'il soit éliminé par forfait, éliminé par Conor, qui perdre par forfait, ne pas se déplacer, parce que ça pouvait, en communication, ça parle aussi, on peut imaginer un tout grand club comme les tout-puissants Mazembe, on vous dit, ils ont perdu le match par forfait parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se déplacer. Vous voyez, c'est que ça fait. Ils ont joué bien sur le plan communicationnel, ils ont gagné, mais le Conor est resté droit dans ses bottes. Il
la continuer avec cette Coupe du Congo, je peux vous scandaliser. Premièrement, c'est depuis que je suis journaliste, c'est ma première fois de voir une Coupe du Congo être mieux organisée. Mieux organisée, c'est-à-dire quoi? Toutes ces années, la Coupe du Congo n'a jamais eu une formule. La Coupe du Congo n'a jamais eu. Vous allez vous rappeler, il y a une année où on arrive à Kinshasa, le Popo arrive à Kinshasa, le Popo est éliminé en 8e de finale. Et on les récupère en quart de finale comme meilleur perdant. Il perd en quart de finale. On les récupère en demi-finale comme meilleur perdant jusqu'à aller jouer la finale. C'est parce qu'il n'y avait pas de formule de départ. Mais cette fois-ci, vous avez vu qu'il y a eu des équipes qui sont venues de la Lina Foot et d'autres qui sont venus de la Ligue D. Donc tout le monde qui s'était affilié, on a eu à mettre en place une formule comme ça se passe partout en Europe. Vous voyez l'FC Barcelone engagé en Copa, en Copa de la Rey et engagé également en championnat. C'est ce que vous avez vu aujourd'hui, là, c'est en Lina Foot, en même temps en coupe du Congo. Mais dire que c'était une coupe organisée parce qu'il y a eu 8 clubs qui a mis la pression, je ne pense pas. Si cela a été le cas, vous savez que l'équipe la plus titrée du Congo en Coupe du Congo, c'est la formation de réglementé en Pembe. Et personne ne voyait un club comme les derniers clubs montés en Pembe, même pour son honneur, être éliminé à Kinshasa par un club venu, comme même le disent les Kinois, de l'intérieur. Un club venu de Kalemi, Tanganyika, qui élimine des réglementés en Pembe à Kinshasa. Mais je pense que dans cette Coupe du Congo, il y a eu la méritocratie. Il y a eu la méritocratie. Non seulement qu'on a éliminé d'un réglementé en Pembe, on va éliminer les tout grands. Renaissance, quand je dis tout grand, c'est par rapport au nombre de publics. À Kinshasa, ici il y a des clubs populaires, il y a aussi la formation de Renaissance. Éliminée par la même formation de Tanganyika. Donc, je me dis, si les Comores restaient avec cette même formule en Coupe du Congo, cette fois-là, peut-être l'année prochaine, commencer dès le début. Au lieu de commencer à la fin, et commencer à... Congo classique. Voilà. Comme ça se passe même en Allemagne, vous voyez. Ça ne se joue pas comme ça. Même en Allemagne, même en France, ça ne se joue pas comme ça. Okay. Il y a des périodes. Ouais, il y a des périodes. Mais quand même, le championnat, il est régulier. Le championnat, il est régulier. Voilà. Mais ça se donne au même moment. Voilà. Au même moment, mais périodiquement. Mais nous devons aussi regarder par rapport à notre espace. Ce que nous avons comme infrastructure, ce que nous avons pour que ça puisse se dérouler comme en Europe, par exemple, parce que ce sont nos miroirs à nous tous. Donc, mais il y a aussi possibilité de penser à une formule genre Ligue nationale de football des zones pour peut-être faire jouer cette Coupe du Congo aussi. Bon, ça peut, c'est parmi les idées, mais par rapport au déplacement, ça va créer encore beaucoup de problèmes. La formule utilisée cette saison, ou la saison passée étant déjà terminée, c'était une bonne formule. Mais il y a eu des couacs encore une fois. C'est vrai, moi je suis un peu du côté des couacs, parce que le match de l'OC Renaissance du Congo qui devrait être reçu soit en Bandaka, soit à Kikwit. Qui devrait être reçu soit en Bandaka, soit à Kikwit. Donc l'équipe qui reçoit est dans une autre ville, l'équipe qui doit être reçue est dans une autre ville. Avec les officiels, le co-match et du côté de l'équipe qui doit recevoir, les arbitres sont du côté l'équipe qui sera reçue. Ça c'était vraiment compliqué par rapport à ça. Et là-bas, c'est OC Renaissance du Congo qui gagne le match par forfait. C'est Renaissance qui gagne le match par forfait et qui regagne Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une très mauvaise communication de la part de l'organisateur. Parce que l'organisateur devrait normalement signaler les arbitres. Parce que nous savons tous que les arbitres ne payent pas les transports dans leur poche. Non. Ils sont pris en charge par l'organisateur. Donc, l'organisateur, bon, moi je dis que par rapport à ce que j'ai vu et par rapport au texte et par rapport à tout ce qui va avec, je dis que l'organisateur a failli à sa mission par rapport à cela. Et tout n'a pas commencé par là, tout a commencé par la pression des Vitaclub. Vitaclub n'a pas mis cette pression pareil, donc il y a eu des choses qui sont passées. Non, je pense qu'il se peut compléter. Le match qui devait se jouer qui quittent, je pense. Ça, ce n'est pas le problème de l'organisateur. Vous savez, quand vous êtes engagé dans une compétition, c'est vous, en tant que club, qui allez dire à l'organisateur que nous préférons jouer nos matchs sur tel terrain. Vous voyez, l'équipe de Bandundu, de Kikwit, je ne sais pas la configuration de ce côté-là, avait déjà donné un autre terrain à la fédération. Vous
voyez, nos amis des Comores. C'est ce terrain-là, ou c'est sur ce terrain-là que la formation de Renaissance savait que devrait jouer son match. Vous voyez, ça s'est passé même lors des dernières éliminatoires, la dernière journée d'ailleurs, l'avant-dernière journée. Il y a le Congo-Brazza qui a perdu le match face à nos amis du Tchad. Dès le départ, les Brazzavillois disent à nos amis du Tchad que non, nous allons jouer à Kinshasa. Et après, lorsqu'on allège un peu des mesures par rapport aux différents stades, par rapport à l'homologation, bien sûr, les Brazzavillois se décident de ne pas se déplacer à Kinshasa. Ils disent non, même bien qu'on vous avait dit dès le départ qu'on va jouer à Kinshasa, maintenant là, on vient de nous donner l'autorisation de jouer chez nous. Prenez les canaux rapides, traversez, venez à Brazza, on joue. Et nos amis tchadiens ont refusé. Et qui a perdu? C'est le Congo-Brazzaville. Parce qu'on a tenu compte de la première décision ou la première indication donnée par nos amis brazzavillois. Je pense que là, il n'y a pas eu de favoris. On a juste appliqué les textes. Moi, je ne veux pas me faire avocat de nos amis du Congo, mais je préfère qu'on puisse encourager la bonne volonté qui est là. Je dis, c'est la première fois que la Coupe du Congo s'est jouée avec une formule. Et c'est la première fois dans 3 ou 4 ans que la Ligue en foot a mieux organisé son championnat du début jusqu'à la fin. Et vous avez vu, même le trophée a été remis, bien qu'il y a eu ce qu'il y a eu avec ces petits podiums que tout le monde qualifie, des podiums vous avez pris un exemple qu'il ne fallait pas prendre. Non, et aussi la foot et aussi le match du Tchad et le Congo-Brazza. Parce que de ce côté-là, par rapport au Comores, de ce côté-là, le Comores a dépêché 2 équipes. Donc une équipe des arbitres, l'autre du côté de Renaissance, l'autre du côté de la formation qui devrait recevoir Renaissance du Congo sur un autre terrain. Donc il y a eu 6 arbitres. Ça signifie oui. Je dois vérifier parce que il y a eu des arbitres. Mais bon, comment est-ce que les forfaits a été constaté? C'est ça ce que je dis. C'est ça ce que je dis. Il y a les couacs là-bas. Il y a les couacs là-bas. Mais non, c'est après qu'il y ait des problèmes pareils, nous nous sommes renseignés par rapport au forfait. Donc parce que l'arbitre, il y a eu 4 arbitres, 2 arbitres du côté avec Renaissance du Congo, 2 arbitres là-bas avec... Des arbitres ne peuvent pas constater un forfait. C'est ça ce que je dis. C'est ça ce que je dis. Il y a eu des couacs. Ça, c'est une information que vous nous donnez. Il y a eu des couacs par rapport à ça. Ils ont constaté les forfaits. On a eu des vidéos qu'on avait eu autrefois là, on a déjà vu ça. Mais par après, c'est Renaissance du Congo qui gagne le match par forfait. Et jusque-là, je n'ai vu aucune lettre de cette formation qui avait perdu, je peux dire à la maison, parce que c'est elle qui était en train de recevoir. Voilà. Mais aussi la Ligue foot, c'est vrai, ça entre dans les Comores. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la COGES, la commission de gestion de la Ligue foot. Nous n'avons pas un comité. Donc c'est une commission qui a été cooptée par le président Constant Omari. Il y a eu des matchs, oui, il y a eu la coupe, il y a eu des critiques, on peut les dire, des matchs sont joués, mais les matchs, il y a eu des Mazembe n'a pas terminé, la phase allée, la phase classique. Il y a des matchs, donc Mazembe s'est qualifié, ça match, c'est Salamane qui demande, je vais jouer face à Mazembe. Mais avec ça, à vrai dire, on ne doit pas jeter des éloges par rapport à ça. S'il y a eu même des avancées significatives quant à ça, mais néanmoins, il fallait que les choses puissent se dérouler normalement. Moi, je retiens que Mazembe a remporté la Ligue nationale de football avec un nombre, moins de nombre de matchs que les autres. Okay. Voilà, on va rester toujours dans le couloir de la Ligue nationale de football par rapport à ce que doit normaliser les Comores, donc le comité de normalisation du football congolais. On a constaté aussi beaucoup de bévues dans la Ligue nationale de football par rapport à l'arbitrage, beaucoup de plaintes déjà au début des playoffs, il y a des questions qui se posent autour de comment les arbitres sont traités, autour de comment les arbitres sont aussi peut-être formés avant le début du championnat. Est-ce que c'est aussi une donne que les Comores va prendre en compte pour peut-être normaliser bien les choses? Ouais, surtout les points concernant l'arbitrage dans notre championnat, je pense que merveille. Moi, je l'ai toujours dit, pendant que les clubs se dépensent, pendant que les clubs font beaucoup d'efforts pour maintenir notre football dans une certaine dimension, mais il y a ces hommes en noir, comme on les appelle, bien qu'actuellement ils s'habillent en jaune, bleu, noir, mais qui sont en train de gâcher les différentes rencontres à Ligue nationale de football. Sous ces points-là, il fallait que nos amis du Comores puissent vraiment faire un grand effort. Il faut que la commission des disciplines, des arbitres et autres
puissent beaucoup travailler. Parce que je pense qu'à Kinshasa, souvent il y a des séminaires qui sont organisés comme ça, séminaires de formation des arbitres, mais on sent qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'évolution sur ce plan-là. Et vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens aujourd'hui disent que c'est parce que ces arbitres-là sont sous-traités avec $35 par match. Mais je pense que les $35 a été instauré seulement cette année parce que le championnat s'est déroulé pratiquement sans sponsor. Et dans la bonne volonté de nos amis de la Ligue nationale de football, ils ont préféré donner même les miettes là. Mais moi je me dis ce n'est pas vraiment une raison. Parce que vous savez, les mal restera toujours mal, même si tout le monde les fait. Même si, je me dis, si vous êtes, permettez les termes, vous n'êtes pas crédible, vous êtes mal éduqué. Si on vous donne, même si on vous donnait $10 000 de corruption, le jour que vous aurez $50 000, vous allez toujours céder. C'est pour dire que le montant qu'on donne à nos amis arbitres n'est pas la raison. La plus grande raison est que la majorité des arbitres, j'ai constaté que la majorité des arbitres sont des arbitres pro-club. Il y a des arbitres qui sont pro-Vita, des arbitres pro-Mazembe, des arbitres pro... Et ils entrent aussi dans les calculs des différents clubs. Vous savez, surtout avec l'étape des sprints finales. Lorsque les calculs se faisaient, non, si le Popo gagnait Magné Magnon et que l'autre gagnait, le Popo va se qualifier comme ça. Maintenant, il y a des arbitres qui jouent aussi le jeu de ces clubs-là. Ils commencent à freiner les adversaires, les clubs qui sont vraiment adversaires directs de leur club chéri. Permettez peut-être cette nuance-là. Je l'ai vu face à Mazembe qui jouait face à Vita Club. L'arbitre de ce match-là, bien que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas son sort, s'il a été sanctionné pour combien de mois, il y a eu des erreurs monumentales. Le but de Vita qui a été invalidé, c'était un but valable, qui ne demandait même pas qu'il y ait l'arbitrage vidéo. Et à l'inverse, c'est des joueurs de Vita qui marchent sur des joueurs de Mazembe, au vu et au su de l'arbitre, du commissaire au match et de tous ceux qui étaient là comme officiels. Rien n'est fait jusqu'à présent. Je pense que c'est le temps pour nos amis des Conors. C'est toujours dans la... Ça a déjà été fait par rapport à... Ils sont déjà sanctionnés depuis longtemps. Ouais, bon. C'est le temps de normaliser aussi ces secteurs-là. Et aux arbitres aussi de prendre conscience. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de leur carrière. Hein. Aujourd'hui, Jean Dalla est connu partout au monde. Jean Dalla s'est fait beaucoup d'argent. Jean Dalla, il est entre deux avions, arrivé à arbitrer une finale d'une Ligue des champions en Afrique. C'est parce qu'il a pris conscience. Il a pris conscience de son travail. Il fallait que les autres arbitres aussi puissent emboîter le pas. Mais je pense que c'est vraiment un grand chantier pour nos amis du Conor. Un grand chantier pour les amis du Conor, aussi surtout par rapport à la communication des arbitres sur le terrain. Moi, j'ai suivi le match de la Ligue nationale de football. Il y a ces manques de communication. Ils n'ont pas des outils pour communiquer sur le terrain. Il y a parfois des décisions qui sont prises par les arbitres assistants, après contestées, après vérification de l'arbitre central. Ça pose problème. Donc, en tout cas, moi, j'ai appris qu'ils sont outillés. J'ai appris qu'ils sont outillés. Les matériels qu'on utilise en Europe, ils en ont. C'est ce que moi j'ai appris. Ils ne sont pas utilisés alors? Ils utilisent ça. Non, l'arbitre reste l'arbitre. Donc c'est un homme. Vous pouvez mettre tout le matériel, mais il reste d'abord un homme. La conscience ne se mesure pas par rapport au matériel. La conscience, c'est l'homme qui en a. C'est l'homme qui a la conscience. Les autres n'ont pas de conscience, c'est l'homme qui a la conscience. Donc le matériel, moi je réfléchis, je mets quelque chose dans la matériel. Donc c'est l'homme qui a réfléchi, qui a mis quelque chose. Mais la chose là est utilisée par l'homme. C'est comme la VAR. Donc la VAR ne prend aucune décision. Donc ce sont les gens qui utilisent l'appréciation de l'arbitre. Donc les arbitres sont toujours là. Voilà pourquoi est-ce que dans les cas des arbitres, vous avez vu après... la Renaissance du Congo, quand les fanatiques de cette formation ont agressé l'arbitre, la CAF donc les Conor ou la FECOFA a pris des décisions sévères, mais la CAF n'a pas vu de cet œil. La CAF se dit non, les décisions là ne sont pas sévères. Il faut prendre encore des mesures très sévères pour éradiquer certaines histoires. Donc l'arbitre, il est là, il est toujours entre les mains des organisateurs. Donc par rapport à ça, on a connu des sérieux problèmes du début jusqu'à la fin de la Ligue de foot. Des sérieux problèmes avec nos amis arbitres. Or, les arbitres appartiennent à la fédération. La Ligue de foot n'a aucun arbitre. Les arbitres, c'est la fédération. Donc la Ligue de foot demande à la fédération et la fédération cède ses arbitres. Mais ils sont rémunérés par
c'est comme la location. C'est comme la location. Quand on loue une maison, c'est comme ça avec les arbitres. Mais ils ont connu beaucoup d'erreurs graves. C'est comme d'abord le match ici à Lubumbashi qui a connu des troubles au stade TP Mazembe, entre Mazembe et le Popo. Dans ce match-là, l'arbitre, face à la situation, ne siffle pas. Il regarde l'assistant numéro 1 et l'assistant numéro 1 ne fait rien. Déjà dans le football, si vous prenez... C'est manque de communication dont on parle. Ouais, c'est ce que je dis. Voilà pourquoi quand j'ai posé cette question, on m'a dit qu'ils ont les outils. Ils ont les outils comme les Européens. Et qu'ils n'ont pas utilisé ils utilisent ça, même enfin que tu as un goût, il y a là. Donc, c'est comme ça. Quand je vois l'arbitre, l'assistant numéro 1 ne montre pas son drapeau, mais par après, il fait un mouvement pareil. Donc, ces mouvements, quand tu fais ça, moi, c'est que quand tu fais ça, tu signales le corner. Mais à vrai dire, ça commence par ça. Donc, il n'a pas levé à son drapeau. Ça crée des problèmes, ça crée ce qu'on a vu au stade TP Mazembe. Mais quand même que les matchs avaient repris avec son cours un peu normal, ce sont des erreurs. On a vu le match, l'arbitre du match Vita Club contre Dauphin Noir, Vita Club contre les Aigles du Congo, Vita Club contre Saint-Eloi. Donc beaucoup d'erreurs ont été commises par les arbitres. Donc, comme venait de le dire Héritier Katanga, en tout cas la charge revient toujours au Conor. Normaliser, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de choses. Il faut commencer par normaliser d'abord les têtes des gens. Parce que quand on commence par les têtes des gens, la conscience est dans la tête. Quand on commence avec des séminaires d'arbitrage, je pense que ça sera bien. Des séminaires très sévères. Et s'il faut prendre des décisions, il faut les prendre. Nous savons tous que l'arbitre n'est pas là. On ne peut pas poser la question, poser à un enfant la question, ton père travaille où? Mon père travaille à l'arbitrage. Non, quand même, c'est manque du respect. Donc, il faut là, c'est un peu du bénévole, mais ils ont des primes par-ci par-là. Aujourd'hui, Jazang Dala, comme l'a dit. Aujourd'hui, il est là. Il vit bien. Moi, je vous dis, une fois, j'ai eu le temps de parler avec l'un des arbitres à Lubumbashi. Il me dira que pour que tu sois sélectionné d'abord, c'est vrai, il y a des parrains. Des parrains sont partout. Dans la aussi, il y a son parrain. Donc, pour que tu sois sélectionné, pour siffler un match, un grand match comme la Coupe du Monde des clubs, dans un match tout simplement, vous n'avez pas moins de 50 000 $. Mais ces gens-là, ces arbitres-là, ne savent pas. Donc, et avec 200 $, toute une carrière est bafouée. Toute une carrière. Mais regardez aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul Jean-Jacques Ndala. On avait Olivier Safari. Safari aujourd'hui est président de la Ligue de football du Nord Kivu. Donc nous sommes chrétiens. On ne sait même pas avoir un trio. On n'a pas un trio. On avait un duo, mais nous sommes restés avec un seul Jean-Jacques Ndala. Que les autres puissent commencer à regarder. C'est vrai, tu peux souffrir aujourd'hui. On a connu Jean-Jacques Ndala au Kenya. Là-bas, il était en train de chercher par tous les moyens, mais il a étudié. C'est un médecin vétérinaire. À part ça, un arbitre. Mais quand même, avec l'arbitrage, il touche quelque chose. Il est dans l'avion. Pratiquement, lui ne peut pas passer à... Lui ne passe pas 6 mois sans pour autant voyager. Ça aussi c'est bien. Il est en train de découvrir beaucoup de choses, beaucoup de réalités. C'est ça ce que le Conor doit faire, conscientiser les arbitres. Voilà, il fait aussi la vérité de la République démocratique du Congo par rapport à l'arbitrage. On va suivre de près donc cette normalisation du comité de normalisation, on va dire, du football congolais, les Conor, qui prendra d'ailleurs fin, on va dire, selon leur prévention, au mois d'août prochain. Ce sera les 30, leur mandat à la tête de cette fédération congolaise de football. Ici, on va parler à présent de ces contrats de Sébastien Desabre, sa vision à l'équipe nationale de la RDC qui parfois peut être mise en difficulté par nos réalités ici, comme on a évoqué ici, arbitrage, organisation du football. Et Tata Katanga, dans la semaine, on a suivi une vidéo du manager de l'équipe nationale Dodo Landou qui évoquait les contrats et aussi le problème d'arriérés et des salaires de Sébastien Desabre. Aujourd'hui, on se pose sa vision, l'amour qu'il a pour l'équipe nationale de la RDC et sa vision aussi pour le football, changer la manière dont la RDC doit jouer avec tout ce qu'il y a des réalités congolaises. Est-ce qu'il va tenir jusqu'au bout? Bon, c'était pratiquement une surprise pour moi. Ouais. C'était une surprise pour moi d'entendre que le sélectionneur a accumulé plus de 5 mois. Lui-même, il a su cacher ça. Hein?
voilà, c'était une surprise. Ouais. Aller voir travailler, tout ce qu'il est en train de faire avec les léopards. Je me dis, quelque part, nous sommes en train de revenir dans ce qu'on a connu avec Jean-Florent Ibenge, parce que lui était capable de cacher même toute une année. Il est là, il ne se plaint pas, il ne dit rien. Mais quand je fais un peu mes calculs, je me dis, c'est pratiquement depuis la CAN. Donc après la CAN que M. Desabre n'est plus payé, je pense que ce sont des choses que nous devons éviter. Nous devons éviter parce que vous savez, nous avons signé un contrat de 5 ans. On lui a ajouté 5 ans. C'est un an. Va annuler toutes les clauses de son premier contrat. Voilà. C'est vraiment pratiquement un piège. Nous sommes en train de nous mettre parce que si il acceptait aujourd'hui de nous porter plainte, même au niveau de la FIFA, partout là-bas, c'est notre football qui sera sanctionné. Et je pense que c'est une sortie médiatique, quelque part, qui va aider encore une fois de plus la sélection. Parce que rester calme comme ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, parce que vous savez, dans notre pays, il y a beaucoup de choses qui se passent. Peut-être il y a de l'argent qui sort, on justifie ça, on dit non, on a déjà payé, mais on n'a pas payé. Et je suis sûr que cette situation, au niveau de la présidence, on n'était pas informé. Parce que je reconnais aujourd'hui que les chefs de l'État, c'est pas depuis que le Congo est Congo, Félix Tshisekedi, c'est le premier chef de l'État qui suit à la loupe ce qui se passe dans la sélection nationale. C'est lui-même qui a même doublé des primes des joueurs et des sélectionneurs, de tous les staffs techniques des Léopards. Vous voyez au moins ça. C'est pour dire qu'il est au courant de tout. Et il a toujours dit que Sébastien Desabre, pour lui, c'est son entraîneur préféré. Je ne vois pas un tel monsieur accepter que son entraîneur préféré soit impayé pendant plusieurs mois comme ça. Je pense que la sortie du manager de l'équipe nationale, Dodo, je pense que c'est une sortie qui va encore une fois de plus mettre à nu beaucoup de choses qui sont passées. Parce que vous savez comment on paye la chaîne des dépenses. Ça commence par le ministère des Sports, premièrement, avec Papa François Carboulot qui vient de partir. C'est là où tout commence. Le ministère des Sports écrit à celui du budget, le budget écrit au ministère des Finances, et c'est le ministère des Finances cette fois-là qui va saisir la Banque nationale pour sortir l'argent afin de donner aux sélectionneurs. Je me dis, comment est-ce que cette chaîne de dépenses n'a pas su bouger pendant plus de 5 mois pour un sélectionneur qui est au service d'une nation? Je pense que c'est un impayement de trop et il fallait corriger le plus vite possible pour éviter les sanctions au niveau des instances supérieures. Christian Zerou, c'est quoi votre aperçu par rapport à cette actualité? Oui, je suis déçu, vraiment déçu. Quand j'ai entendu ça, faire ça aujourd'hui, c'est de la honte. Faire ça aujourd'hui, en tout cas, c'est de la honte. Il a été calme. J'ai aimé son bravoure, son calme, son attitude. Il était calme. Jusque-là, il n'a même pas dit quelque chose. Mais ça signifie que il a parlé, il a glissé quelque chose avant que les choses puissent s'étaler sur la toile. Donc il a dit quelque chose. 6 mois, c'est beaucoup. Aujourd'hui, 6 mois, c'est beaucoup. Le ministre sortant a connu beaucoup de problèmes avec les disciplines, les fédérations. Jusqu'à atteindre le football. Jusqu'à aujourd'hui, le football, nous sommes journalistes. Nous, on ne fait qu'informer, on doit suivre parce que c'est ça notre boulot. Mais beaucoup de gens ne s'intéressaient presque plus de la sélection nationale. Même avant la venue de Hector Raoul Cooper, déjà le Sengibiembe, c'était déjà chaotique. Mais vous avez quelqu'un qui fait la renaissance, qui redonne encore une fois la confiance aux Congolais. Nous avons beaucoup de problèmes en RDC, beaucoup de problèmes, la guerre, la crise. Mais quand nous voyons la RDC se produire avec de bons résultats, nous oublions. Par moment, je n'ai même pas fait, par moment. Même si je n'ai pas mangé quelque chose. Quand je regarde le match de Léopard, je n'ai pas fait. Mais avec quelqu'un qui vous fait un travail de qualité pareil, vous faites 6 mois pendant qu'il est parent, c'est expatrié. Et d'ailleurs, nous devons comprendre, les sanctions seront sévères si ça tenait ainsi. Heureusement que déjà, après que cette information est sortie, il y a déjà le ministre, actuel ministre Didier Boudi-Moutouboanga qui a parlé par rapport à ça. Il a dit non, je veux les recevoir ici, là, Kinshasa.
Mais la meilleure des choses serait de rester calme, laisser les managers d'Odolandou les faire comme il a fait. Mais déjà, il a déjà parlé, il fallait les voir. Et déjà, la journée du jeudi dernier, le ministre a reçu tous les présidents de fédération. Tous les présidents de fédération. Je pense que chacun a parlé. Chacun a parlé de ce qui concerne sa fédération et que ce dossier doit être traité à l'amiable. Les indemnités doivent suivre avec quelqu'un qui signe pour 5 prochaines années. Mais déjà, les 6 mois, il n'est pas payé. Moi-même, je me pose la question, pourquoi avoir signé, prolongé 5 ans pendant qu'il était impayé? Parce que la signature venait de se faire il n'y a pas longtemps. Mais nous parlons de 6 mois d'impayement. 6 mois d'impayement. Mais par moment, des sabres aussi, doit être un peu sérieux, un peu plus clair par rapport à ça. Il y a des questions qui doivent être posées, surtout par rapport à comment on signe les contrats et surtout avec qui on signe les contrats. Président, ministère des Sports ou bien fédération. Bon, nous, dans notre pays, on n'est pas dans le cadre d'hybridisme comme au Cameroun. Non. Nous, quand vous venez, c'est d'abord la fédération. C'est la fédération qui fait tout. Après avoir fait les papiers, on vous montre les contrats, ça serait un contrat, je ne sais pas d'objectif, où vous allez travailler dans la durée. Donc, on met toutes les clauses. Et lorsque vous vous mettez d'accord avec la fédération, à ce moment-là, la fédération va saisir le ministère des Sports. Parce que le ministère des Sports, c'est un pont entre les différentes disciplines ou les différentes fédérations et le gouvernement. Donc, entre l'exécutif ainsi que les différents mouvements sportifs. Je pense que dans notre pays, les contrats ou les clauses ont été déterminés avec la fédération qui est actuellement chapeautée par les Conors, avant de passer par le ministère des Sports. À l'époque, c'était Serge Condé qui avait signé le contrat avec l'actuel ministre avant de renouveler avec François Kaboulo Manakaboulo. Bon, comme Chris dit qu'il fallait que M. Desabre soit sérieux, je me dis, c'est dire la chose et le contraire. Parce que tu as dit, c'est les managers qui a parlé. Ouais. Oui. C'est les managers qui a parlé. Et si souvent, le cas de... sérieux dans la mesure où il a signé un autre contrat. C'est ça, c'est ce que je dis. Il a même de 6 mois, mais ça arrive. Ce n'est pas seulement Sébastien Desabre. Ça se passe presque dans beaucoup de pays. La majorité des sélectionneurs, vous savez, un sélectionneur ne travaille pas en temps plein. Vous serez d'accord avec moi que pour ce mois de juin, il n'a travaillé que pour 2 semaines. Et là, il est chez lui. Après, il va attendre, je ne sais pas, au mois de septembre pour revenir. Mais que l'équipe soit en activité ou pas, il doit être payé. Ouais. Souvent, la majorité des sélectionneurs, ils font comment? Ils vous laissent. Ils vous laissent à la latitude, mais ils comptent sur votre bonne volonté. Parce que quand vous lui donnez, par exemple, Sébastien Desabre, si je ne me trompe pas, il a 45 000 $ le mois. Ouais. Il peut vous dire, il observe pendant plusieurs, même 5 mois. Et quand vous allez lui donner 45 x 5, vous voyez, c'est déjà un gros paquet. Faut pas faire il faut c'est ça que je non, vous savez qu'il a son contrat pour qu'il soit payé chaque fin du mois. Je parle, un sélectionneur est différent d'un entraîneur. C'est si vous voyez beaucoup de sélectionneurs ne mettent pas de pression. Aliou Cissé, avant la Coupe d'Afrique des Nations, il a connu au moins 7 mois. Il n'a pas été payé. Au moins 7 mois. C'est avant la CAN qu'on lui a donné tout son argent. Rigobert Song a observé plus de 8 mois. C'est quand on le met dehors qu'il va réclamer son argent et on lui a donné du... Je ne dis pas que ça met la politique. Mais avec un entraîneur comme Sébastien Desabre, parfois sollicité par d'autres fédérations, voilà. S'il est dans ces genres de conditions... S'il se trouve dans des conditions qui ne sont pas bonnes, parce que je rappelle ici qu'il était sollicité par la fédération tunisienne de football, mais s'il a accepté de rester, c'est parce que ça qu'il a un bon projet, il a une vision avec les Léopards, et puis il a l'amour pour l'équipe nationale de la RDC. Je parle de l'amour, pourquoi? Parce que je fais confiance au manager d'Odolandou. Il ne peut pas se réveiller comme ça. Et jeter l'opprobre sur toute une sélection pour dire que le sélectionneur n'est pas payé. Et quand un sélectionneur parle, et comment un manager parle, je fais foi à ce qu'il a dit, et c'est sûr, parce que nous l'avons vécu avec Jean-Florent Ibenge. Je me rappelle quand il est venu avec l'équipe de V-Club, une fois ici, on lui a posé la question. Il a dit, je ne peux pas parler des problèmes de mon salaire. Je suis venu pour un match de la Ligue en foot. Je ne peux pas parler des problèmes de mon salaire. Mais en coulisses, hors caméra, il vous explique certaines choses, certaines réalités. Il avait aussi 6 mois d'impayement. Il était arrivé jusqu'au-delà. Et les 6 mois-là, il avait l'équipe nationale A et l'équipe nationale A prime. Ouais. Je ne dis pas que c'est une bonne pratique,
Mais il faut qu'on sache pourquoi les sélectionneurs, c'est ça la bonne question que moi je me suis posée, comment on peut observer plus de 5 mois sans donner à notre Sébastien Desabre son argent. Certainement, il peut y avoir une raison. Comme Chris l'a dit, nous sommes des journalistes, on a eu le son de cloche du côté du manager qui représente l'équipe nationale. Il faut aussi avoir un autre son de cloche au niveau du ministère des Sports pour savoir pourquoi le sélectionneur n'est pas payé. C'est ça aussi ce que moi je constate. Voilà, c'est ce qu'on a constaté par rapport à Sébastien Desabre. On croit bien qu'on va régulariser l'histoire parce qu'il a sa vision, sa passion pour le football congolais. Et le mal, c'est que s'il est mécontent et qu'il saisissait les instances à ce moment-là, voilà, à ce moment-là, ça va. Il soit toujours content. Donc, quand il saisit les instances, par exemple la FIFA, on va vous obliger de lui payer d'abord son argent. Et en même temps, vous aurez des sanctions. Comme la Vita Club aujourd'hui, qui avait refusé de payer un joueur à l'époque. Mais là, ils ont accepté de payer. Mais au-delà de ce qu'ils vont donner aux joueurs, ils vont payer au moins 10 000 euros à la FIFA. C'est tout à fait normal. Je crois que les 10 000, ils ont déjà donné les 10 000 euros. Donc, il faut éviter de telles choses. On a vu quand même ça joue avec l'équipe nationale. C'est 4 points de gagner pour ce mois de juin lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ici, on va vous dire merci à vous, Christian Zéro, de la participation dans l'émission. Merci à vous, Merveille. Merci à Tata Katanga. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci à vous également, Tata Katanga, pour la participation. Merci à vous, Merveille. Je peux finir en 30 secondes pour demander à nos amis de Connor. Nous avons parlé ici de tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais il est temps de parler, faire franc jeu avec nos amis de la Ligue nationale de football pour que notre championnat, cette saison, se joue avec un sponsor sérieux. Parce que les sponsors, notre ancien sponsor, que je ne citerai pas sur ce plateau pour ne pas faire une publicité gratuite, est en train de se plaindre du fait qu'il y a les 2 ans où la Ligue Foot n'est pas arrivée à la fin, il avait sorti son argent. Quand il sort l'argent, c'était pour toute une saison. Mais quand on arrête la Ligue Foot, on ne donne pas les explications. Quand il appelle les 2 parties, à savoir les Connors ainsi que la Ligue Foot, pour qu'on puisse tabler et savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le championnat n'est pas arrivé à la fin, qu'est-ce qu'on va faire, ou qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent qu'on avait donné pour les 2 saisons-là. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'explication. Je pense qu'il est temps maintenant de faire un bon lobbying pour donner aussi à la Ligue nationale de football un sponsor, au lieu de commencer à se plaindre pourquoi on a donné 5 000 $ pour la Coupe du Congo et qu'à la Ligue Foot, il n'y a rien. Voilà, il est vraiment temps de faire changer, d'échanger les choses pour notre football et que voilà, l'organisation de la Ligue nationale de football, de la Coupe du Congo et des autres compétitions soit dans la normalité. Voilà, on va se retrouver les samedis prochains, toujours dans ces salons des sports pour évoquer les sujets d'actualité sportive. Ça sera pour notre honneur de vous servir. Merci.